Imaginons qu'on fasse défiler n'importe quel réseau social et qu'on tombe sur une recette de pizza. Jusqu'ici, tout va bien. Sauf qu'en fait, c'est la zizanie. Dans les commentaires se pose la question la plus importante qui hante tous nos réseaux sociaux. Peut-on mettre de l'ananas sur une pizza ? Se disputer nous enrichit aussi à de nombreux égards. S'il n'y a pas de dispute, c'est qu'il y a un problème. Alors on se dispute. Au sujet du genre, de la consommation de viande, du moteur thermique. Et ça nous stresse. On se met à transpirer, notre rythme cardiaque s'accélère. Non, je n'aime pas me disputer. De toutes parts, les fronts se durcissent, faisant courir un véritable danger pour la communauté. Mais pourrait-on mieux se disputer ? Et si cela impliquait non pas de se disputer moins, mais de se disputer plus ? Une dispute n'a pas forcément besoin de révolutionner la planète. Ce sont souvent les détails du quotidien qui mettent le feu aux poudres. De la vaisselle sale dans l'évier, du linge sec depuis 2 semaines toujours pas rangé, ou un très classique tube de dentifrice ouvert, et le ton monte. Nous pourrions garder notre calme, ignorer ces problèmes insignifiants et ainsi préserver l'harmonie du foyer. Bref, être au-dessus de ça. Mais pas si simple. Ça donnerait un rapport de pouvoir et d'impuissance. L'un des deux ne se défendrait pas. Je crois qu'il n'y a pas de conclusion productive sans dispute. Admettons. Mais quelle est la conclusion productive d'une dispute au sujet d'un tube de dentifrice ? Il ne s'agit après tout que d'un tout petit oubli. Et pourtant, il est très difficile de prendre quelques secondes pour le refermer et de juste passer son chemin. Ce n'est tout simplement pas possible. Imaginons qu'on est ici la surface de l'eau, et dans l'eau, un iceberg. Au-dessus de la surface, la pointe de l'iceberg dépasse. Elle représente le sujet de la dispute. Ce qu'on oublie souvent, c'est que, comme pour un iceberg, il y a sous la surface beaucoup d'autres choses qui sont en réalité plus importantes dans ce conflit, tout en étant moins visibles. Il s'agit par exemple de nos convictions, de nos croyances, de nos sentiments et de nos expériences passées aux côtés de la personne avec laquelle nous nous disputons. Un petit plongeon sous l'eau nous aide à comprendre que ce n'est pas le dentifrice, le problème. Et si en réalité nous avions l'impression de gérer seuls les tâches ménagères ? Dans ce cas, c'est le manque d'estime qui nous contrarie. Un sentiment de colère peut se cacher derrière ce conflit, mais peut-être aussi un sentiment de tristesse. Nos émotions peuvent nous donner un bon indice de ce qui se joue réellement pour nous dans cette dispute. Mais c'est justement la colère qui nous empêche d'aller au fond du conflit. Nous nous énervons et nous offusquons. Pourquoi avons-nous tant de mal à rester gentils, qui plus est avec ceux qui nous sont proches ? Avec d'autres personnes, on ne se disputerait peut-être pas autant sur le même sujet, car ça nous passerait au-dessus. En ce sens, un conflit très animé révèle l'importance qu'on accorde à l'autre personne. Plus une personne nous est proche, plus il nous est difficile d'accepter qu'elle ait un avis différent. Comment quelqu'un qui nous est cher peut-il ne pas partager les mêmes valeurs que nous ? Lorsque les règles sont enfreintes, on a tendance à s'indigner. C'est sans doute l'une des émotions qui nous pousse le plus à démarrer un conflit. Rester cool. Ce n'est visiblement pas ce qu'il y a de plus simple. D'où vient ce manque de maîtrise ? Lors d'une dispute, l'autre personne est souvent en colère. Lorsqu'on voit de la colère sur le visage de l'autre, cela peut déclencher automatiquement une réaction de fuite ou d'attaque. On peut se sentir menacé physiquement ou remis en cause dans notre façon de voir le monde. Quand les enjeux sont plus importants, notre niveau de stress est plus élevé lui aussi. Les disputes sont synonymes de stress.
et nous le ressentons dans tout notre corps. On se met à transpirer, notre rythme cardiaque s'accélère, le niveau de cortisol dans la salive augmente, nos pupilles se dilatent. Nous élevons la voix, parlons plus vite et plus fort. Nous devenons agressifs, au point d'empêcher notre interlocuteur de finir ses phrases. De manière générale, nous n'écoutons plus vraiment. Peut-être étions-nous d'accord quelques instants plus tôt, nos cerveaux étaient alors calmes et synchronisés. Il suffit toutefois d'un petit désaccord pour mettre le feu aux poudres. Et que nous soyons adeptes du combat ou de la fuite, il faut que les émotions sortent. Mais qui est responsable de tout ce stress? Où se trouve notre centre de la dispute? Dans le cerveau? L'amygdale se situe à droite et à gauche, profondément enfouie dans notre cerveau. Elle a environ la taille d'une tomate cerise. Elle est importante pour le traitement des émotions et les réactions qui en découlent. L'amygdale est activée quand nous avons peur, mais aussi quand nous sommes inquiets, stressés, et même quand nous sommes très heureux ou joyeux. Y compris en cas de dispute. Il suffit parfois de lire des affirmations avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, comme l'ont découvert des chercheurs américains. Le fait que l'amygdale soit si facile à activer ne nous aide pas à écouter calmement les arguments d'autrui. Si vous êtes en désaccord avec moi et que vous énumérez toutes les raisons pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, mon cerveau va avoir tendance à se déconnecter et il est peu probable qu'il enregistre l'information. Et le pire, c'est quand l'autre a bel et bien raison. Cela modifie l'image qu'on a de soi-même. Et ce qui est terrible dans un conflit, c'est que tout ça ne se passe pas seulement pour nous, dans notre coin. L'autre personne est bien consciente qu'on doit admettre avoir eu tort. Notre cerveau veut nous protéger de ces moments humiliants. Mais en contrepartie, impossible de garder la tête froide. Ah, s'il suffisait de liquider nos émotions pour passer à autre chose, tout simplement. Non. Les conflits sont justement une excellente boussole qui nous permet d'identifier ce qui nous tient à cœur, à travers les émotions qui surviennent précisément en cas de conflit. Donc, si nous comprenons la raison profonde de notre colère ou de notre tristesse, la dispute portera plutôt sur la répartition équitable des tâches que sur le bouchon du dentifrice. Le gros coup de stress en vaut la peine. Selon un sondage, les couples qui se disputent ont 10 fois plus de chances de vivre une relation heureuse que ceux qui évitent les sujets difficiles. Seulement, se disputer, c'est une chose. Trouver des solutions, c'en est une autre. Quelle est la meilleure façon d'y parvenir ? Pour résoudre un conflit, il faut d'abord établir ce qui est important pour nous, puis être prêt à le découvrir à travers l'autre. Montrer qu'on peut, dans un premier temps, accepter de ne faire qu'écouter. Et enfin, chercher ce qu'on a en commun au-delà de la dispute et du conflit. Tout n'est peut-être pas que contradiction. D'accord. Trouver un compromis, en somme. En réalité, le compromis n'est souvent pas la meilleure façon de résoudre un conflit. Car au fond, faire des compromis revient à renoncer à une partie de notre position, tandis que l'autre renonce à une partie de la sienne, pour qu'ensuite on se retrouve quelque part au milieu, à un endroit où on peut tomber d'accord. C'est bien la définition du compromis. Ou y aurait-il d'autres solutions ? Imaginons deux enfants qui se disputent une orange. Il s'agit de la toute dernière orange. Les enfants insistent tous les deux pour avoir cette orange. En fait, les enfants se battent pour des raisons totalement différentes. Un des enfants veut faire un gâteau et il a besoin du zeste d'orange pour la pâte. L'autre enfant, qui aime le jus d'orange, veut un jus d'orange fraîchement pressé. Ces deux objectifs ne sont pas contradictoires. Mais tant qu'on reste au niveau de la dispute sur l'orange, on ne peut pas s'en rendre compte. C'est bien beau tout ça. Mais soyons honnêtes. Parfois, il n'y a pas de solution gagnant-gagnant, ni même de compromis possible. Il est tout à fait acceptable qu'un conflit ait pour unique résultat « Ok, on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord sur ce point. » Il existe même un terme technique pour ça, la maturité résignée. Mais sur certains sujets, accepter qu'une opinion différente existe demande beaucoup d'efforts. Par exemple,
Il y a des gens qui aiment bien mettre de l'ananas sur leur pizza. Et malheureusement, ça va être très difficile de convaincre ces gens-là qu'ils ont tort. Ils ont juste des préférences différentes et il faut l'accepter, même si, en fait, ils ont tort. Remplaçons l'ananas par des sujets comme les éoliennes, le genre, la consommation de viande ou l'avortement. C'est-à-dire des sujets vraiment importants et qui nous concernent toutes et tous de près ou de loin. Accepter d'autres opinions sur ces thèmes n'est pas si facile. Et oui, la maturité résignée a ses limites. Et nous ne nous disputons pas seulement en privé, mais à la télé, dans la rue ou encore sur Internet. Avons-nous toujours été une société aussi querelleuse ? Il y a un côté qui a toujours existé, dans le sens où si on observe les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles, qui sont une approximation plus ou moins bonne des conditions dans lesquelles vivaient nos ancêtres, on observe ce genre d'argument qui vise à déterminer où le groupe doit aller chasser, où le groupe doit aller faire de la cueillette, comment élever les enfants, les relations maritales, des choses qui ont leur équivalent dans la société moderne. Se disputer est une compétence qui nous a permis de progresser au fil de l'évolution. Par exemple, en organisant notre cohabitation au sein du groupe. Toutefois, les sujets sur lesquels nous nous querellons aujourd'hui sont devenus bien plus abstraits et complexes. Comme par exemple la politique nationale, la science, des choses qui simplement n'existaient pas vraiment dans ce contexte-là. Donc. Au cours de l'histoire, notre monde est devenu de plus en plus complexe, alors que notre culture de la dispute est longtemps restée assez basique et calquée sur la loi du plus fort. Les insultes, l'humiliation et le dénigrement étaient considérés comme des moyens légitimes. Dans la Rome antique, le grand orateur Cicéron ne s'est d'ailleurs pas gêné pour qualifier le beau-père de César d'étron. Certains ont aussi profité de la réforme protestante pour se lâcher, notamment Martin Luther lui-même, qui a traité le pape de bouche mensongère, d'enfant du diable aveuglé ou encore de truie du malin. Mais les mots sont peu de choses quand on sait que jusqu'au XIXe siècle, une dispute se réglait souvent par un duel à mort. En France, il faut attendre 1967 pour que le dernier duel officiel à l'épée ait lieu, entre deux députés. Heureusement, aucun n'y a laissé sa vie. Toujours est-il que depuis le siècle des Lumières, des philosophes et des scientifiques, comme Voltaire, Locke ou Kant, se sont démenés pour que la raison l'emporte. Ce qui impliquait parfois de mener une dispute avec des arguments solides plutôt qu'avec des insultes et des armes. Et ce modèle s'est imposé. Nos États se sont organisés autour de débats non violents. C'est le principe de la démocratie. Les divergences d'opinion doivent être résolues par des votes et des discussions, le tout avec un cadre bien défini, des règles, et si possible, en évitant les coups. Je pense que les disputes sont constructives dans la démocratie délibérative que nous avons en Allemagne. Selon le philosophe allemand Jürgen Habermas, la démocratie délibérative signifie qu'on a accès à des informations et que sur la base de ces informations, on peut mener des échanges et des discussions. Sans ça, comment en serait-on arrivé au droit de vote des femmes ou au mariage pour tous ? La lutte contre l'énergie nucléaire a été l'un des éléments les plus marquants de mon époque dans l'histoire allemande. C'était une culture de la dispute où tous les moyens étaient bons, du débat politique jusqu'aux batailles de rue. Il ne faut pas minimiser la violence qui était bien présente, mais tout ça a été bénéfique à notre démocratie. Seulement aujourd'hui, on a parfois l'impression que nos disputes ne conduisent nulle part. Comment cela se fait-il ? Les disputes productives sont rares. Il suffit de regarder les talk-shows. On ne cherche pas à écouter l'autre pour tenter de le comprendre et d'alimenter le débat. Tant qu'on ne s'ouvre à l'opinion de l'autre que pour tenter d'y trouver de nouveaux angles d'attaque, on ne peut pas s'entendre. On en revient toujours à la même chose. Notre manque de sang-froid. Et ce, alors que certains sujets ne nous concernent même pas directement. Alors pourquoi nous donne-t-il à ce point envie de tout casser ?
Peut-être que certains sujets politiques déclenchent des réactions passionnées parce que nos opinions les concernant reflètent qui nous sommes. Alors si quelqu'un nous contredit et a un avis différent du nôtre, nous nous sentons menacés dans notre identité. Est-ce qu'il n'y aurait pas un endroit où nous affichons notre identité de manière particulièrement visible? Et ce, 24 heures sur 24. Welcome to the internet. Come and take a seat. Et c'est aussi là que nous sommes le plus susceptibles d'être pris pour cible. Les gens se mettent à utiliser un langage inapproprié, ce qui ne risque pas de changer l'opinion des autres. Mais je pense que souvent, ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils affichent surtout leur point de vue pour ceux qui sont d'accord avec eux. Dans les querelles publiques, le ton est totalement différent. Et sur les réseaux sociaux en particulier, il ne cesse de se durcir et il devient de plus en plus intéressant. Sur la toile, nous sommes en représentation. Et le plus souvent, nous intégrons des groupes auxquels nous nous identifions. Qu'il s'agisse de politique, de religion ou de pizza à l'ananas, nous voulons avant tout faire partie de la bande. La psychologie sociale nous a appris que l'appartenance à un groupe peut aussi renforcer les conflits. En effet, pour montrer aux autres à quel point on est un bon membre, on peut adopter une opinion bien plus excessive que celle qu'on aurait exprimée en privé. Et s'il se passe la même chose dans le groupe adverse, alors les deux groupes s'éloignent. Mais est-ce véritablement un problème ? Si tout le monde se sent bien dans son groupe. On a constaté que les gens ont tendance à chercher des informations auprès de personnes qui leur ressemblent et que dans ce cas, ils sont plus enclins à adopter de nouvelles convictions. Lors d'une de nos expériences, les participants devaient résoudre des problèmes de géométrie et pouvaient également observer d'autres personnes en train de le faire. Ils ont ainsi pu voir qui était bon en géométrie et qui ne l'était pas. En même temps, on leur a posé quelques questions de politique. Et ils ont pu voir qui partageait leurs opinions et qui ne les partageait pas. Ils ont alors eu la possibilité de demander de l'aide aux autres pour résoudre les problèmes de géométrie. On a constaté qu'ils avaient tendance à demander de l'aide aux personnes les plus proches d'eux sur le plan politique. Et ce, bien que la politique n'ait rien à voir avec les compétences en géométrie ou en mathématiques. En somme, au lieu de nous adresser aux personnes qui ont les meilleures compétences dans un domaine, nous préférons suivre celles qui partagent notre vision du monde. Mieux encore, nous croyons que tout le monde pense comme nous. C'est ce qu'on appelle l'effet de faux consensus. J'ai une certaine vision des choses, et j'évolue dans le monde en pensant que la majorité des gens verront les choses de la même manière. Seulement bien souvent, ce n'est pas du tout le cas. Welcome to the internet. What would you prefer? Would you like to fight for civil rights or tweet a racial slur? Nous sommes persuadés que notre opinion reflète celle de la majorité. Après tout, nous faisons partie de ceux qui ont tout compris à la vie. Et Internet, il nous conforte dans l'idée que nous sommes les seuls à détenir la vérité. L'algorithme se comporte comme un prétendant qui fait tout pour nous plaire, histoire que nous ne rentrions pas tout de suite chez nous. Les résultats des moteurs de recherche et notre flux personnalisé anticipent tous nos désirs, juste pour que nous nous sentions bien. Super. Notre nouveau statut sentimental, bulle de filtre. On est comme enveloppé dans un cocon qui nous confirme en permanence que ce qu'on dit est génial et que c'est la meilleure chose qu'on puisse entendre. Et quand on se sent en sécurité dans sa bulle, on en veut encore plus. Et où peut-on obtenir encore plus de soutien? Où se sent-on parfaitement compris? Dans un groupe Telegram bien douillé, par exemple. On retrouve cette forme de communautarisation dans les groupes populistes, où la devise est « Ici, vous pouvez enfin exprimer tout ce que vous ne pouvez dire nulle part ailleurs ». Dans ce groupe, dans cette bulle, vous recevrez tout le soutien qui a pu vous manquer à l'extérieur. L'idée peut sembler séduisante de prime abord, mais elle implique de reléguer la vérité au second plan.
Le gros problème auquel la démocratie fait face actuellement, c'est que l'omniprésence des fake news réduit fortement les chances de délibération. Par définition, la désinformation prive les gens de la possibilité de s'informer sur des faits concrets, réels et authentiques. À la place, on ment, on déforme et en plus, on vote pour ça. Difficile de se disputer efficacement quand la base factuelle de nos arguments se délite. Mais le pire, c'est que cela ne nous inquiète pas plus que ça. Le mensonge, même s'il est découvert, ne semble pas être une raison suffisante pour que les gens disent « non, je ne voterai plus pour ça ». C'est un peu difficile à comprendre. Cela prouve qu'Internet n'est pas un monde numérique parallèle, mais qu'il fait bel et bien partie de notre vie réelle. Nos échanges animés dans les commentaires laissent des traces tout aussi réelles. Une étude a démontré que le fait d'aller sur X augmente le stress. Une autre a révélé que les effets sont tellement physiques qu'ils s'apparentent à une séance en salle de sport. Il y a néanmoins une différence entre entendre, voir ou lire quelque chose, même si le contenu est rigoureusement identique. 300 volontaires ont lu des publications, regardé des vidéos ou écouté des discussions sur des sujets d'actualité, comme la guerre, l'avortement ou le rap. On les a ensuite interrogés sur leurs réactions lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec l'opinion avancée. Ceux qui avaient écouté de vraies personnes parler avaient moins tendance à les considérer comme mal informés et insensibles que ceux qui avaient été exposés à la version écrite de ces mêmes points de vue. L'espace commentaire offre donc une occasion supplémentaire de mettre le feu aux poudres, ce qui n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, ce qu'on voit sur Internet, ce ne sont plus de simples disputes. Ce sont des discours de haine, des insultes, de la dévalorisation. Et il y en a trop. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Les réseaux sociaux pourraient être un espace où chacun serait libre de s'exprimer et de faire valoir sa vision des choses. Au lieu de cela, c'est une déferlante de propos hostiles. Et les plateformes semblent peu enclines à endiguer le phénomène. Le but des réseaux sociaux, c'est d'attirer l'attention. La durée de la visite est donc essentielle. Combien de temps une personne passe-t-elle sur les vidéos? Va-t-elle regarder une vidéo YouTube en entier? Est-ce qu'elle va plus ou moins cliquer, répondre à des publications ou les liker? C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Cette attention rapporte de l'argent, des recettes publicitaires aux plateformes, et elle est manipulée par une culture du débat extrêmement virulente. Et l'attention, on le sait tous, se capte bien plus facilement quand on s'insurge et qu'on trouve quelque chose stupide. Ce type de contenu se partage d'ailleurs bien plus facilement que les autres. La recherche le confirme. On résume. Internet est devenu un vaste champ de bataille jonché d'opinions et d'émotions. Les mécanismes qui se cachent derrière les réseaux sociaux aggravent encore la situation. À croire qu'on ne peut rien y faire, à part peut-être se déconnecter. Alors c'est quoi la solution ? Si j'ai des bulles de filtre qui flottent au-dessus de moi, je peux encore décider si j'y vais ou pas. En clair, ce n'est pas tant la technologie qui est mauvaise, c'est nous qui sommes responsables de nos décisions. Et nous pouvons notamment choisir les sujets qui valent vraiment la peine d'être débattus, hors de l'anonymat d'Internet. Quand on entame une conversation et qu'on est face à son interlocuteur, les choses sont différentes. Mais dans la sphère numérique, qui est un espace de liberté plutôt aliénant, les gens perdent leurs inhibitions et font des choses qu'ils ne comprennent d'ailleurs même plus eux-mêmes plus tard. Ça ne veut pas dire qu'une dispute analogique est moins épuisante. Avouons-le, qui n'a pas envie de remporter un débat ? Il n'y a rien de mal à ça, dans la mesure où nous réalisons que l'autre personne, nos partenaires de conversation, a les mêmes attentes. Gagner, oui, mais pas à n'importe quel prix, et dans le respect des règles du jeu. Ainsi, en cas de conflit, toutes les parties peuvent donner le meilleur d'elles-mêmes et fournir des arguments solides qui profiteront aux autres. Face aux différents points de vue, chacun pourra se faire sa propre opinion. Et voilà comment une dispute devient constructive.
Aujourd'hui, la culture de la dispute est considérée par beaucoup comme improductive. Et c'est précisément là que se trouve, selon moi, le grand défi pour la démocratie. On a tendance à oublier ce que la dispute peut avoir de positif, à savoir la recherche de solutions. Ce que démontrent de très nombreux résultats expérimentaux et empiriques maintenant, c'est que lorsque les gens échangent des arguments les uns avec les autres, en général, le processus et le résultat est positif. La dispute fait progresser la société et ouvre la voie à de nouvelles perspectives. Mais pour qu'un véritable échange ait lieu, nous devons rester ouverts aux préoccupations des personnes issues d'autres camps politiques. Et cela implique de montrer notre volonté de comprendre le point de vue de l'autre en posant de nombreuses questions. Quant à savoir si la personne en face y croira et jouera le jeu. Bref, se disputer davantage ensemble plutôt que les uns contre les autres. Qu'il y ait des grincements et des éclats, cela fait partie du jeu. C'est la seule façon de débattre de nos valeurs et de nos intérêts dans la sphère privée comme dans la société en général. La politique a besoin de disputes qui ne soient pas personnelles, blessantes ou déformantes, mais qui soient pertinentes. Si une vraie bonne politique est comprise par les gens, à ce moment-là, les disputes seront elles aussi comprises. Et même si notre cerveau s'y refuse parfois, nous devons essayer d'inclure tout le monde. Si on donne à certains le sentiment qu'ils ne sont pas concernés, alors on obtiendra ce qu'on a aujourd'hui, à savoir des partis populistes. Il ne s'agit pas d'être toujours d'accord sur tout. Dans certains cas, il peut être logique de se disputer, et dans d'autres, de prendre acte des différences de l'autre. On peut commencer par accepter qu'il y ait de l'ananas sur la pizza et que le tube de dentifrice reste ouvert. La prochaine fois que nous nous trouverons face à l'iceberg, cela peut valoir le coup de plonger sous la surface. Les disputes peuvent nous faire avancer. Et qui sait, peut-être même nous permettre de nous comprendre encore mieux. Il faut des disputes de temps en temps.